Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'archevêque d'York en personne, William Melton, très honorable William Melton, adresse une lettre aux autorités religieuses de Beverley et voilà ce qu'il dit à propos des fautes commises par une religieuse, une certaine Joan de Leeds. Après avoir tourné le dos à la pudeur et aux bienfaits de la religion, elle s'est irrévocablement détachée de la voie juste et a perverti son existence avec insolence pour aller vers le désir charnel. Elle erre maintenant dans le plus grand danger, au péril évident de son âme, jetant l'opprobre sur tout son ordre. Mais qui est-elle, cette Joan de Leeds? L'archevêque d'York ordonne que soit renvoyée cette jeune femme à l'abbaye de Saint-Clément, d'où elle s'était évadée pour aller vivre avec un homme. Vous vous rendez compte? On ne sait même pas si elle y est retournée réellement. Tout ce qu'on sait de la vie, de la carrière de cette jeune femme provient de 3 lettres qui ont été trouvées dans le cartulaire archiépiscopal de William Melton. Il faut donc un peu combler les interstices de cette vie de recluse dans cette abbaye d'Angleterre au début du XIVe siècle, et c'est ce à quoi s'est attelé dans la première partie de son roman Paul Turin. Le roman s'appelle Le Livre de Joan et il vient de paraître chez Stock. L'histoire est racontée par le truchement d'une autre nonne, qui est une complice, si l'on peut dire, de Joan et qui s'appelle Élisande. Franck Ferrand sur Radio Classique. Joan de Leeds vit cloîtrée depuis qu'elle a 10 ans à l'abbaye bénédictine de Saint-Clément. C'est comme ça à l'époque. En tout cas, c'est souvent comme ça. Elle est privilégiée en tant que fille issue de l'aristocratie anglaise. Les autres sont voués aux tâches domestiques. Il y a des filles de paysans qui travaillent là et qui n'ont que leurs mains. Elles ne savent pas lire. C'est pas le cas du tout de Joan. Connaître Jésus vaut bien mieux que connaître le monde, dit-on à l'abbaye. Et pendant les 10 premières années d'existence de Joan, avant le monde reclus, elle a découvert le monde. Elle a eu une soif, en tout cas, de découverte, qui n'a pas été étanchée, même si ses yeux de petite fille ont été les témoins de scènes violentes et rudes. On est au XIVe siècle, en Angleterre, vous imaginez, dans le Yorkshire, une région du nord-est du pays au climat très âpre. L'organisation de l'abbaye est sévère, elle est placée sous la stricte observance de la règle de Saint-Benoît, avec prière, travail bien sûr, mais tout est réglé. Même les petites heures de repos sont soumises à la règle. La vie d'une abbaye bénédictine est faite de silence, de labeur et de toutes les tâches à accomplir, toujours les mêmes. Les moniales vivent dans l'espérance de la résurrection après la mort, dans la résignation quant à la vie ici-bas. La routine règne en maîtresse et seuls peuvent enfreindre cette règle, la maladie, la mort ou peut-être un peu de temps en temps les aléas climatiques. En dehors de ça, les 40 nonnes de la communauté vivent au rythme d'un calendrier parfaitement liturgique. Et une fois l'étude de la Bible terminée, les nonnes se livrent aux travaux manuels réservés à leur sexe, conformément aux conseils qui ont été donnés par saint Jérôme à sa disciple Démétrias. Arrange-toi pour avoir toujours un travail de lainage sous la main, ou bien tire les fils de la quenouille, fais tourner le fuseau dans la navette afin de tisser la trame, ce que d'autres femmes ont filé, fais-en des pelotes, ou rassemble-le pour tisser. Et quand ce n'est pas le lainage, c'est le cuir, ou le tressage des cordes, de l'osier, de la paille, bref, ou les travaux de menuiserie, de poterie, etc. Notre église se dresse à l'ouest de l'abbaye, dit Élisande, la complice de Joan. Elle bénéficie chaque soir de la lumière du couchant, et quand le temps n'est pas couvert, une belle lueur passe à travers les 3 baies pour venir jouer sur le pilier d'en face. Mais le temps est souvent couvert dans le Yorkshire, surtout ces dernières années. Pour se rendre des dortoirs à la nef de l'église, il nous faut traverser le cloître. En plein hiver, le froid glacial coupe notre sommeil en 2 comme une lame. Joan a... elle a du mal à se fondre dans cette communauté. Elle est très imprévisible, elle a beaucoup d'aplomb. Elle a des dons de prescience et souvent l'abbesse lui impose de faire pénitence, la met à l'isolement pour essayer de ramener la brebis égarée, si je puis dire, dans le troupeau. Chaque nuit,
Joan gagne, avec une bougie à la main, elle gagne le chauffoir où elle est rejointe par un petit groupe de nonnes encapuchonnées et nuitamment, elles font des petites assemblées secrètes comme ça, à la chaleur des dernières braises, et Joan parle de tout, de Dieu bien sûr, et du diable, du bien et du mal, du paradis, ça c'est l'énigme qui la fascine. Un soir, elle évoque d'une voix tranquille le cantique de Salomon. Fuis, mon bien-aimé, semblable à la gazelle sur la montagne aux aromates. Et là, elle prononce, comme sous l'emprise d'une espèce de révélation, les mots suivants. Je veux m'évader du couvent. Ah, ça, c'est moins facile, on part pas comme ça de l'abbaye. Le seul moyen de quitter l'abbaye pour une moniale, c'est de mourir. Et comment est-ce qu'elle s'y prendrait? Est-ce qu'elle connaît d'autres sorties que le portail principal dans une bière? C'est comme ça que ça se passe, généralement. On pourrait peut-être essayer de fuir à la faveur d'une visite. Elle va mettre au point tout un stratagème qu'elle confie à quelques-unes des nonnes et chacune aura son rôle à jouer. Voilà ce qu'est censé dire Joan de Leeds. La seule manière de gagner l'extérieur, c'est d'organiser ma propre mort, suivie de mes propres funérailles. Ne vous effrayez pas, je survivrai à mes funérailles, et ce ne sera pas un miracle de résurrection. Vous serez là, je compte sur vous pour me voir enterré, vous serez là pour me pleurer, et avant ça, vous serez à mon chevet pour recueillir mon dernier soupir. Vous écoutez Radio Classique. Ah, elle a des idées très claires, la petite Joan. Voilà comment ça va se passer. Je tomberai malade, ce sera une maladie lente mais inéluctable. Je vous expliquerai comment. L'abbesse viendra me rendre visite, puis elle cessera de le faire, je serai une agonisante. L'abbesse se figurera que je meurs à cause de mon impiété, ou bien que je fais don de mon corps au Seigneur, l'un ou l'autre. Elle sera peut-être fière. Ma dépouille sera visible de loin, elle sera infâme, et vous seul oserez l'approcher. Vous la mettrez en terre, je vous dirai comment vous y prendre. Mon humilité justifiera une cérémonie rapide, je m'échapperai pendant mes funérailles, puis l'abbesse retournera à ses mystérieux contes. Le jour, vous porterez mon deuil, la nuit, vous vous rassemblerez ici, et l'une d'entre vous prendra la parole à ma place. Il faudra aussi que l'une d'entre vous s'arrange chaque matin pour prendre une chandelle dans la cuisine. Ce plan, ça vous rappelle évidemment quelque chose. Il y a une forte inspiration là pour l'auteur qui est Paul Turin de Jean Valjean. C'est l'évasion de Jean Valjean dans Les Misérables, évidemment. Il faut mettre au point un subterfuge pour feindre la maladie. Joan consomme une espèce de champignon vénéneux. Ça, c'est pour changer sa figure complètement. L'abbesse l'a toujours trouvée trop pimpante, en fait. Eh bien là, elle aura maintenant le teint gris et les lèvres pincées. Et les yeux caves, une authentique bénédictine. Elle charge ses amies nonnes de cueillir pour elle les fameux champignons qui vont berner l'abbesse. Et au cours des jours qui se suivent, Joan alterne rechute et rémission. Elle glisse sous sa couche, quand elle garde la chambre qu'on lui a attribuée, une assiette qui contient toute une macération d'arômes et de rue fétides. Ça, c'est pour l'odeur, c'est pour montrer qu'elle est très malade et pour dissuader les esprits trop curieux de venir un peu trop s'approcher de son lit. Une autre nuit, Joan réunit ses complices pour organiser son trépas. Alors là, il faut construire tout un mannequin à son image. C'est tout un travail collectif bien sûr. Chacune aura un fragment à façonner et à cacher. Le moment venu, tout sera assemblé dans la cellule de Joan, puis revêtu de ses habits. L'obscurité de la chambre aidant, l'illusion devrait fonctionner. Et quand l'abbesse viendra constater la mort, eh bien, ce qu'elle touchera, c'est le mannequin. Les petites nonnes complices font une confiance incroyable à Joan de Leeds, parce qu'il faut imaginer qu'elles ont la foi, toutes ces nonnes, qu'elles sont convaincues du bien, du beau, de la lumière qu'il y a dans la chaleur religieuse à prier ensemble au sein de ce couvent. Et là, d'un seul coup, elles vont aider une mécréante à en sortir. C'est assez audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, on récupère tout ce qu'on peut pour essayer de faire ce fameux mannequin. Joan a prévu d'entrer en agonie le 14 novembre. Il faut préserver coûte que coûte sa chambre de cette intrusion, non seulement de l'abbesse, mais de toutes celles qui ne sont pas dans la confidence, bien entendu. Ça pourrait être fatal au déroulement de l'entreprise, ça. Et ensuite, il faut introduire dans la chambre de Joan tous les éléments du mannequin, les cacher sous la couche. Le mannequin, une fois assemblé, sera disposé sur le lit, ajusté à l'image de Joan. Si Dieu prête ses décrets à l'entreprise, alors le plan a des chances de réussir, dit-elle. Bon, reste maintenant à trouver un moyen de quitter l'abbaye.
parce qu'une fois que le corps sera exposé devant la communauté, une fois qu'on aura fait la pseudo-mise en terre, il faudra quand même le franchir, le fameux portail. Il faudra le faire dans un autre cercueil que le charpentier aura apporté avec lui. Et c'est là qu'entre en jeu le complice extérieur de l'affaire. Il s'appelle Sjarl. Il est charpentier. Il est d'origine danoise. Il porte un bon nom viking d'ailleurs. Ce charpentier a été mis dans la confidence par John, qui a pu se concilier ses services, un jour où il était en train de réparer une chaire dans l'église. Pour justifier la présence de 2 cercueils, eh bien, il dira qu'il en faut au cas où, qu'il vient toujours avec une bière de rechange. Ce ne sont pas les grands beaux cercueils sculptés que nous connaîtrons par la suite. On est encore au XIVe siècle, je me permets de vous le rappeler. Il arrivait que des bières se cassent d'ailleurs pendant des obsèques. Songez à celle de Guillaume le Conquérant. Bref, n'entrons pas dans ces détails. Il se trouve que les parents de Joan sont morts. Elle ne peut compter que sur son oncle Clarence pour lui prêter asile une fois qu'elle sera libre. Sjarl a donc aussi pour mission d'aller prévenir Clarence de l'arrivée imminente de sa nièce. Est-ce que ça fait tellement plaisir à l'oncle, ça, que sa nièce se sauve d'un monastère? C'est une autre histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà qu'une nouvelle nonne tombe malade. Elle s'appelle Lavinia, c'est la plus grande amie de Joan. La vérité, c'est qu'elle a elle aussi absorbé un peu de champignons pour faire croire à l'abbesse que la maladie est contagieuse, tout simplement. Et pour la maintenir d'autant plus à distance. On se dit que si c'est dangereux de s'approcher, évidemment, on ne va pas entrer dans la cellule. Tout ça fonctionne bien, de même que la confection du mannequin. D'ailleurs, l'abbesse demande qu'on transfère Joan à l'hospice afin de la maintenir à l'écart. On craint donc la contagion, vous l'avez compris. Et c'est la décision fatale, ça, parce que ça risque de tout faire capoter, sauf que Élisande est là, qui arrive à circonvenir la mère abbesse. Le moindre mouvement pourrait être fatal à Joan. Laissons-la reposer dans sa cellule, dit-elle. Vous vous rendez bien compte que la transporter pourrait être terrible. Et nous sommes enfin à ce fameux 14 novembre, dernier jour de la vie officielle de Joan. Ce jour-là, les nonnes réunies en grand conclave chantent le Te Deum dans l'église humide, fraîche. L'abbesse a rendu à Joan une dernière visite. Celle-ci a étalé sur sa peau un peu de terre brune qu'elle a prise dans le potager. Et puis, sous son lit, il y a carrément des viscères de porc. Inutile de vous dire que l'odeur ne donne pas envie de s'attarder tellement dans la chambre, bien sûr. Et voilà que Sjarl arrive à son tour. Il entre dans la cellule en surmontant le dégoût que lui inspirent ces relents méphitiques. Et puis, au moment où on ne l'attendait pas, alors qu'on croyait vraiment qu'elle ne reviendrait pas, la mère abbesse de nouveau est là. Dans la cellule, elle a quitté le Te Deum. Est-ce qu'elle a suspecté quelque chose de pas très normal? Bref, elle se dirige vers la couche. Elle est décidée à donner un dernier baiser. Elle ferme les yeux, elle essaie de se donner un peu de courage pour embrasser cette face terreuse. Et tout de suite, elle dit à Sjarl de faire au plus vite, tellement l'odeur est insupportable. Bref, elle n'a rien remarqué. Sjarl place avec diligence le mannequin dans le cercueil, tandis que la vraie Joan, elle, s'allonge dans l'autre, vous avez bien compris, dans l'autre caisse. Sjarl a disposé de vieux gilets de chevreau pour rendre l'autre cercueil plus confortable. Il pose le couvercle sans le clouer, bien sûr. Une procession suit le cercueil dans lequel se trouve le mannequin. Il s'agit à présent de soulever le cercueil contenant Joan sur la carriole. Le charpentier se fait assister d'un certain nombre de personnes qui sont là. Et voilà que les 2 chevaux entament leur marche. La carriole se met en branle sous une pluie battante. Et ça y est, Joan de Leeds est en train de franchir le portail de son abbaye, mais de le franchir dans l'autre sens. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, on expose le mannequin dans la salle capitulaire. On va décider qu'étant donné le caractère trop contagieux d'une maladie qui pourrait se révéler dangereuse, il n'y aura pas de baiser d'adieu. Tout ça est très bien fait. Puis on profite évidemment de l'ombre qui règne un peu partout dans les lieux où va être exposé ce cadavre. Vous la ferez mettre en terre aujourd'hui même, aurait ordonné l'abbesse. Le spectacle de ce corps me désole. Et voilà comment les fossoyeurs vont mettre en terre un cercueil dans lequel ne se trouve qu'un mannequin.
une terre que l'humidité rend glissante. On plante une croix au nom de Joan. Dans un an, jour pour jour, écrit Paul Turin, l'abbesse ordonnera à Talbot, c'est une nonne en charge des repas, de doubler les rations du souper des sœurs. Ce sera une façon de commémorer la mort de Joan de Leeds, nonne bénédictine, disparue quelque part dans le Yorkshire l'année du Seigneur 1318, 10e du règne du roi Édouard II. Entre parenthèses, c'est une manière un peu étonnante dans une communauté bénédictine de célébrer une mort que de doubler les rations. Je pense qu'on aurait eu plutôt tendance à les diviser par deux. Ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que les éléments historiques sont tellement faibles qu'ils autorisent, pour combler tous les vides, et ils sont nombreux, ils autorisent toutes les circonvolutions possibles d'une imagination fertile. Dans les interstices de l'histoire, le romancier a toute la latitude, et c'est ce qu'a fait avec beaucoup de talent cet auteur qui écrit sous le nom de Paul Turin, secondé par l'imagination du cher Jérémie Bigori, qui en ce 1er avril, je dois dire, s'en est donné à cœur joie. Ils ont pour vous imaginé une belle histoire. Ceux qui veulent savoir ce que deviendra cette nonne, ce que deviendra Joan Leeds, n'ont qu'à lire le livre maintenant. Vous écoutez Radio Classique.